Nous avons invité sur ce plateau des responsables de 3 médias qui ont essayé de comprendre ce mouvement. Donc Stéphane Sahuc, qui est rédacteur en chef de l'Humanité Dimanche. Pour Amir Chahi, qui est directeur de l'hebdomadaire Politis, et Aude Lancelin, qui a créé en juin dernier une web télé qui s'appelle QG. Donc déjà, dans première question, je m'adressais à vous, Pouria, peut-être en premier. Dans les premiers jours de ce conflit social, comment avez-vous décidé de le traiter à Politis? Et avez-vous un sentiment d'une dichotomie entre ce qui remontait du terrain de vos journalistes et ce que vous entendiez à la radio, à la télévision et dans les médias? Bonsoir à toutes et tous. Alors je vais répondre directement à la question. En fait, c'est trop fort? C'est pas ça, c'est un mauvais retour. Ah, je sais pas, vous entendez? Vous entendez là? Vous entendez bien? D'accord. Bien, alors je recommence. Bonjour à tout le monde. Alors en fait, on a eu, pour tout dire, je sais pas si c'est comme tout le monde, mais comme beaucoup en tout cas, dans la rédaction du journal, une sorte de curiosité face à un objet non identifié dès le départ. Et il faut dire les choses comme elles sont. Si ça a commencé sur une révolte fiscale contre l'augmentation du carburant, qui ne donnait pas à cette étape les contours précis d'un enjeu de lutte plus large, ce que sont devenus les Gilets jaunes, il nous a fallu par analogie venir chercher ce qui corroborait les entretiens que nous avions avec quelques Gilets jaunes et que les journalistes rapportaient, c'est-à-dire monsieur et madame tout le monde, souvent invisibilisés dans les médias, qui, pour la première fois, et on a vu que ça c'était une constante du mouvement des Gilets jaunes, avaient la lumière en tout cas, avaient pour la première fois le micro et la possibilité de dire tout un ras-le-bol, une exaspération, pour rester simple. Mais l'appréhension que nous avions, je parlais de l'analogie historique, c'était que ça faisait penser au départ, d'ailleurs c'était un article de Michel Soudet, La Plume, qui au départ avait, dans Politis, analysé la chose. Il avait tout de suite fait le parallèle avec l'émergence du mouvement des Gilets jaunes. Ce papier date de novembre. On se rappelle que c'est fin octobre que commence la pétition. Et il fait l'analogie entre ce que sont les Gilets jaunes au départ et le mouvement poujadiste. On a souvent confondu le poujadisme avec sa fin, c'est-à-dire l'extrême droite qui entraîne dans ses bagages, évidemment, un mouvement qui entraîne dans ses bagages l'extrême droite. Et on a souvent oublié le début, ces 2-3 années de 53 à 55, qui ont été d'une autre nature. On se souvient y compris des prises de position du Parti communiste français qui était tout à fait en soutien de ce mouvement-là et des actions, des manifestations et des mouvements de protestation engagés. Ce n'est qu'à partir de 55 que la rupture a lieu. Donc la question que nous nous sommes posée dès le début, c'est de savoir de quel côté va basculer ce mouvement-là qui était en train d'émerger. Et nous n'en savions strictement rien. La seule chose que nous avions de sûr, et c'est le parti pris que nous avions pris, c'était qu'il fallait s'immerger dans ce mouvement, c'est-à-dire faire le travail d'un journal avec des journalistes qui sont allés tout simplement à la rencontre des individus. Et là, il y a eu effectivement des éléments très frappants. Le premier élément, c'est que personne, à quelques exceptions près, ne voulait s'autoproclamer représentant du mouvement. C'était presque la phrase d'introduction de chaque personne, gilet jaune, qui était sollicitée. Le deuxième, c'est qu'il y avait évidemment quand même une méfiance quand on allait poser une question, puisque c'est le thème du débat, comment les gilets jaunes ont bousculé les médias. Je finirai ma première réponse là. Quand vous aviez un micro, vous n'étiez pas forcément bien accueilli. Quand vous aviez une caméra, c'était encore pire. Quand vous aviez par contre un bloc-notes et un stylo, ça passait plus facilement. Et donc on voyait à travers la symbolique de ces 3 outils de travail du journaliste qu'évidemment la perception qu'en avait le mouvement des Gilets jaunes était très différente, selon que vous étiez identifié aux grands médias qui véhiculent l'essentiel des mots d'ordre du système dominant, ou au contraire
un reporter journaliste d'une condition relativement précaire, ça se voit en général, et qui s'intéressait beaucoup plus à la préoccupation des gens qu'à leur paraître, souvent d'ailleurs négligé, en tout cas moqué, je veux dire, par l'image. Voilà comment on l'a appréhendé, et le choix qui a été fait ensuite a été tout simplement de le suivre au quotidien, parce que ce n'était pas que les samedis sur les ronds-points. Et ce qui était un défi exceptionnellement intéressant, c'est qu'il fallait épouser un principe des Gilets jaunes, c'est qu'il n'y avait pas de chef autoproclamé, quoi qu'en aient disent quelques-uns, Éric Drouet et d'autres, qui ont eu leur figure et leur place, mais que c'était une extraordinaire motivation pour des journalistes, c'est eux qui le racontent, qui m'en parlaient à chaque fois, d'aller justement chercher les femmes et les hommes, en général invisibilisés, et d'inventer à chaque fois une façon d'écrire, une façon de raconter. Bref, pour reprendre l'expression d'un des journalistes avec qui je discutais tout à l'heure en lui parlant de cette table ronde-là, il nous a dit que c'était une école contre la fainéantise pour nous journalistes. École contre la fainéantise pour pour les journalistes. Stéphane Sahuc, à l'Humanité, comment ça s'est passé, ces débats, et le fait d'envoyer en reportage aussi effectivement beaucoup des journalistes un peu tous azimuts sur ce mouvement qui avait quand même un côté justement très éclaté et avec des revendications très éclatées. Mais comme le disait Pouria, je pense qu'à la rédaction de l'Humanité Dimanche, on a des questions de nature similaire qui sont posées. Le début de ce mouvement nous interroge sur qu'est-ce qu'il porte. Est-ce qu'il porte une simple révolte fiscale de nature poujadiste ou est-ce que c'est plus profond? Et en fait, ce qui va faire la différence au bout du bout, c'est le travail journalistique qu'on va être en capacité de mettre en œuvre. Et pour ça, je tiens à le dire publiquement, le travail que fait Marc Blacher, qui est donc un journaliste de l'Humanité, qui va aller sur les ronds-points dans la Sarthe, qui pendant plusieurs semaines va être quotidiennement avec les Gilets jaunes du rond-point de Montabon, va nous aider à comprendre, je pense, de manière plus fine, les contradictions que porte ce mouvement. Parce qu'il y a un bout, il ne faut pas nier, il y a un bout réactionnaire, un bout purement antifiscal, un bout poujadiste qui est présent chez les Gilets jaunes. Il y a un bout d'une possibilité de récupération par l'extrême droite qui existe. Et pour autant, la nature de l'évolution de ce mouvement va plutôt aller dans un sens qui n'est pas celui-là. Et d'ailleurs, nous, on a notre journaliste Marc qui est sur le rond-point qui nous raconte tout ça. Entre parenthèses, bien avant Florence Aubenas ou d'autres dont on va... mais qui nous racontent tout ça. Mais il y a un autre critère, un autre point de vue qui nous aide à mieux comprendre ce qui est en train de se passer aussi. C'est la manière dont le traite, par exemple, BFM TV. L'évolution du traitement de BFM TV de ce qui est en train de se passer sur le rond-point est symptomatique du moment où ce mouvement, qui aurait pu n'être qu'une simple révolte fiscale, se traduit en fait un mouvement qui porte une contestation plus générale de questions de fond sur la société dans laquelle on est en train de vivre, qui permet l'émergence de revendications et de personnes qu'on ne voit plus dans la société. Cette idée des invisibles qui reprennent la parole sur les ronds-points, pour nous pète à la gueule, si je peux le dire, assez rapidement, quoi. Parce que on a du monde dessus et parce que Marc, notamment, nous raconte que les gens qui sont là sont des gens qui ont des revendications qui sont celles qui sont partagées par une grande majorité des Français. Donc voilà, je pense que vraiment pour le coup, la manière dont nous on a appréhendé cette dimension-là, qui est une manière journalistique, nous a permis aussi politiquement de comprendre ce qui était en train de se passer. Aude Lancelin, je vous pose aussi la question, comment vous voyez le traitement qui a été fait par ces médias dominants, en vérité, sur les Gilets jaunes? Alors effectivement, avec une évolution dans le temps, à un moment donné, ils ont dû effectivement s'y intéresser et s'intéresser à leurs revendications, mais avec quand même
un côté toujours très spectaculaire dans ce qu'ils ont choisi de montrer, dans les images très violentes qu'ils ont choisi de mettre en avant. Comment vous voyez le travail de ces rédactions? Est-ce que vous pensez que c'est par fainéantise? Est-ce que vous pensez que c'est une vision de la société qu'ils ont par le biais de formations qu'ils ont? Enfin voilà, j'aimerais bien avoir votre point de vue sur le sujet, vous qui étiez aux médias à ce moment-là. C'est vrai que ce à quoi nous avons assisté à partir, pour ma part, du 24 novembre sur le terrain était absolument fascinant. Parce que pour les gens qui étaient vraiment à Paris sur les Champs-Élysées ce jour-là, en réalité, il était tout à fait possible en 2-3 heures de comprendre, en parlant aux gens, qui étaient ces gens et ce qui était en train d'arriver. Et ce que nous avons observé quand nous sommes rentrés chez nous le soir, c'est un discours médiatique dominant exactement inverse à ce que nous avions vu sur le terrain. Nous avions vu sur le terrain des primo-manifestants, des mères de famille, des retraités, des gens qui venaient de la France entière, absolument pas politisés, qui avaient parfois roulé toute la nuit de Bretagne ou du Jura pour être dans le 8e arrondissement de Paris ce jour-là. Et ces gens-là, on les a présentés très rapidement sur BFM, mais bon voilà, on prend BFM comme emblème, hein, mais on pourrait citer beaucoup d'autres titres. On les a présentés comme des fascistes, comme des poujadistes, comme des lepénistes, comme des factieux, comme des gens finalement indésirables dans ces rues-là. Et j'ai eu la chance de faire partie d'une rédaction dans laquelle je m'occupais de la politique éditoriale. Il y a énormément de bruit. Ouais. Il y a énormément de bruit et j'ai une petite voix. Mais je vais quand même essayer de la forcer. Nous avons décidé de nous emparer de cet événement parce que nous avons eu la certitude précoce qu'il s'agissait d'un événement historique de première ampleur, de première grandeur, qui marquerait l'histoire de France. Nous en avons eu la certitude dès les premiers samedis, le 1er décembre et le 8 décembre, n'ayant fait que confirmer, bien sûr, cette impression. Alors, vous me demandez pourquoi est-ce que les journalistes qui étaient sur le terrain en même temps que nous, hein, moi je me suis retrouvée nassée avec des journalistes de TF1, de LCI et de bien d'autres rédactions, pourquoi n'ont-ils pas eu le même regard sur ce mouvement que nous? Alors là, là vraiment, on entre dans le dur du sujet, c'est-à-dire la crise absolument historique que traversent les médias français, qui, en l'espace à un rythme accéléré depuis une quinzaine d'années, sont tous tombés dans l'escarcelle de grands groupes industriels qui, pour la plupart, sont tous en affaire avec l'État et n'ont donc pas la possibilité de mener une politique éditoriale indépendante. Alors il y a ça, bien sûr, hein, qui est absolument fondamental, mais il y a aussi, je pense, la véritable destruction du métier de journaliste qui a été opérée, elle aussi, sur plusieurs décennies. Tout ça ne s'est pas fait en un jour. Il y a effectivement toute une idéologie qui est notamment véhiculée, mais pas seulement par les écoles de journalisme, selon laquelle le métier de journaliste, c'est celui de petit aiguilleur du ciel des vérités factuelles et cette vision du métier revendique une neutralité absolue. Bien entendu, c'est un leurre, hein, parce que bien souvent, la neutralité en question ne fait qu'habiller les convictions des propriétaires des dits médias. Mais enfin, il y a quand même cette idée que le journalisme ne peut pas être engagé, que l'engagement, la vision affirmée, c'est du militantisme, et que donc ça sort du cadre de notre métier. C'est une chose, moi, que j'ai souvent affrontée dans ma vie, dans ma carrière, ce reproche-là. Je l'ai une fois de plus affronté au moment des Gilets jaunes, puisque
on a pu nous reprocher à certains journalistes, à moi et à certains proches, si vous voulez, d'être trop dans l'accompagnement du mouvement, d'être trop proche peut-être du mouvement. Alors là, moi je vais vous le dire franchement, les choses, c'est très clair dans ma tête, c'est une chose que je revendique. Oui, en effet, j'ai tout à fait sciemment, par la politique éditoriale menée, choisi d'accompagner un mouvement qui est un mouvement en faveur de la justice fiscale, qui est un mouvement en faveur de la redistribution des richesses, qui est un mouvement aussi en faveur de d'une révolution citoyenne de grande ampleur, d'une redistribution de la souveraineté au peuple. Autant de combats qui étaient les miens depuis des années, et que ce mouvement, par sa force, par sa puissance, par le courage des gens qui se sont redressés cet hiver, qui sont descendus dans la rue, qui ont occupé la rue maintenant depuis 44 semaines, eh bien, toutes ces questions-là que tout le monde disait enterrées, notamment à cause de la faiblesse des partis de gauche, pour des années, eh bien, toutes ces questions-là sont revenues sur le devant de la scène, de nos préoccupations. Toutes ces questions-là occupent Il y a une manifestation à côté de nous, on aura tout eu. Nous ne remercierons jamais assez les Gilets jaunes pour tout ça. D'accord. Alors sur le coup, c'est aussi une notion une notion qui m'intéresse aussi dans un de vos éditos là, dans cette période-là. Vous avez écrit que une des obligations des journalistes, c'était l'indépendance qui commence déjà à l'égard du pouvoir en fait. Et là, pour le coup, on avait un pouvoir avec des violences policières, avec un discours extrêmement à la fois très, très violent dans les mots, en fait, sur ce truc-là. Comment on fait pour résister quand on est justement un petit journal, comme nous on l'est, comme vous l'êtes, à ce déferlement d'images qu'on peut avoir et de propagande aussi, en fait, quelque part. Donc, voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a eu une criminalisation quasi immédiate du mouvement des Gilets jaunes par le gouvernement, par l'exécutif, avec en plus une excuse a priori et totale et absolue de toute violence policière, justifiée désormais par avance. C'est-à-dire qu'on n'était plus seulement dans une tentative d'explication a posteriori de ce qu'on appelle pudiquement des bavures, qui ne sont ni plus ni moins que des violences policières délibérées, et non pas des bavures, mais dans une justification a priori, c'était, rappelez-vous, les déclarations de Castaner, très rapidement, qui au nom de l'ordre, a couvert la police. En tout cas, les policiers auteurs de ces violences policières-là. Il y a eu, de ce point de vue-là, une réflexion très intéressante dans la rédaction du journal, c'est que toute la violence policière qui était dénoncée par Politis depuis très longtemps, mais ciblée notamment en particulier dans les quartiers populaires, et depuis très longtemps, commençait hélas à faire tache d'huile, mais à la faveur de cette tache d'huile, faisait jonction entre les différentes fractions de la population qui jusque-là ne se parlaient peu. Et on a vu à quel point les violences policières sont devenues, d'une certaine façon, ont une grande visibilité qui a beaucoup plus affaibli le pouvoir qu'il ne le croit. Alors il fallait continuer de ce point de vue-là le travail engagé par le journal depuis très longtemps. À partir du moment où c'est le pouvoir lui-même qui donnait à voir et assumait pleinement cette violence policière, eh bien, il fallait jouer notre rôle qui consistait à essayer, avec notre petite taille, d'en alimenter chaque jour la chronique malheureuse, mais qui venait montrer expressément que pour le coup, on n'était pas simplement dans un parti pris démocratique, et un parti pris de l'état de droit et un parti pris de la cause des gens de peu face à la matraque, mais que la réalité de cette répression-là s'était étendue et faisait système. Et c'est là que les choses devenaient très très inquiétantes. La deuxième chose qui était intéressante,
c'est que la méfiance des Gilets jaunes à l'égard des médias en général, et je dirais même de presque tous les médias, y compris les nôtres, parce que une fois qu'on explique qui on est, pour ceux qui ne nous connaissent pas, ça va. Mais il faut passer quand même la vérité, c'est que tous les journalistes disaient qu'il fallait quand même discuter un peu. Bon, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez raconter? Bon, après, il y a ceux qui vous reconnaissaient, donc ça passait assez vite. Mais quel était le système immunitaire des Gilets jaunes à l'égard de la presse? C'est qu'ils ont créé eux-mêmes leur système de communication. J'ai parlé tout à l'heure de cette façon très basiste, mais en fait très disciplinée, de jamais vouloir revendiquer parler au nom des autres. Mais vous avez aussi des sites d'information, Toulouse Gilets jaunes, je crois, si vous connaissez ce site, qui est très engagé, évidemment de parti pris totalement pour les Gilets jaunes, mais qui est une mine d'informations, parce qu'ils se sont aperçus d'une certaine façon que le combat, pour reprendre les termes d'une confrontation avec le pouvoir, étant tellement inégal, et la propagande faite autour des casseurs, entre guillemets, plutôt que des violences policières était telle qu'il fallait quand même étayer par eux-mêmes les preuves de cette violence policière. Et c'est là que vous avez eu un autre débat intéressant qui est un débat de proto-journalisme, je ne sais pas s'il a investi les rédactions, mais qui est de savoir quelle est l'utilisation de ces images. Car vous avez le parti pris qui consiste à dire montrer, donner à voir ces violences, ce sont des preuves et autant d'éléments de démonstration de la violence de l'État. D'autres disaient, mais attention, parce que ces images vont être utilisées contre nous et contre les manifestants dans un moment où il y a de plus en plus d'identification, de fichage et d'arrestation de quelques meneurs. Et on a vu quel était le dispositif à l'entrée même des manifestations à Paris sur les Champs-Élysées, où on arrêtait non seulement les gens au prétexte d'une bouteille d'eau, mais parfois aussi tout simplement parce qu'ils avaient été expressément identifiés. Et donc là, il y a eu besoin de relayer et de faire remonter les sources d'information qu'avaient les journalistes, mais aussi, après, il fallait trier le bon grain de livret, parce que dans le mouvement des Gilets jaunes, je crois qu'il n'y a que des belles personnes, humainement, je veux dire. Ça ne signifie pas que politiquement, ils étaient tous de notre bord, loin de là. Mais il y a des façons de parler des gens, quel que soit leur parti pris, qui consistent à partir de leur humanité. Et c'est ça que nous avons voulu faire. C'est d'ailleurs ce qu'a fait François Ruffin dans son film, comme il est journaliste de formation et de parcours, je le cite. C'est ce qu'a fait Vincent Jarousseau dans son excellent livre, vous l'avez vu, de photoreporter, qui annonçait les Gilets jaunes avant l'heure, et qui, nonobstant le point de vue parfois détestable, c'est comme ça, d'une fraction de la population, mais d'une partie seulement des Gilets jaunes, n'en partaient pas moins de leur humanité première, qui était un sentiment d'humiliation, de désarroi. Et dans le rapport aux médias, je finirai là-dessus, il s'est passé tout simplement que les médias ont fait irruption dans le monde des Gilets jaunes. Parce que quand vous partez en manifestation et que le soir on parle de vous à la télé, alors vous devenez quelqu'un. Ce quelqu'un que vous n'avez jamais été. Et à partir de là, vous comprenez qu'il y a une importance fondamentale à exister médiatiquement. Et à partir du moment où il y a eu caisse de résonance médiatique, je pense que dans la tête, dans les consciences collectives des Gilets jaunes, de cette fraction de la population qui était en mouvement, les Gilets jaunes, il y a une prise de conscience de l'importance de communiquer. Après, ils ont choisi à qui on communique, comment on communique, et d'une certaine façon, c'est propre à l'organisation d'un mouvement que de se doter de ses propres outils de communication. Et moi, j'ai trouvé ça assez rafraîchissant. Je vais rebondir sur ce que vous dites, parce que en janvier dernier, vous écriviez que les positions que l'on trouve dans les partis, les mouvements, les revues et les magazines, même les plus favorables aux revendications sociales et fiscales des Gilets jaunes, sont sans grande influence sur un mouvement qui ne les lie et ne les écoute guère. Est-ce que ce n'est pas aussi justement un obstacle, à la fois quand on veut le raconter et le faire partager, d'être un média qu'on ne lit et qu'on écoute guère en vérité, comme les autres, hein, Alors, j'ai été long, je vais être court sur cette réponse. Oui, à la vérité, nous savions que notre audience n'a pas explosé avec le mouvement des Gilets jaunes, et bien que nous ayons pris le parti de la justice fiscale, de la contestation des violences policières, et que nous avons fait beaucoup de portraits. Ce qui a joué, comme beaucoup de médias, c'est la viralité contemporaine
via les réseaux sociaux de certaines vidéos, de certains articles. Mais il n'y a pas eu, en tout cas, je crois, il faut être honnête, sauf dans un petit monde de réseaux sociaux, parce que c'est pas toute la France, Twitter, loin de là, et sûrement pas celui des Gilets jaunes, il n'y a pas eu, comment dire, une explosion, en tout cas de nos abonnements. En revanche, il y a eu une reconnaissance de son titre. Ah oui, Politis, vous avez parlé des Gilets jaunes, oui, on a vu le portrait, oui, on a vu que vous aviez pris parti sur les violences policières, et donc il y avait cette reconnaissance. Et c'est vrai de ce point de vue-là, j'imagine que vous direz la même chose, c'est-à-dire qu'il y a eu à un moment donné une sorte de reconnaissance aussi, elle ne nous est pas due, hein, mais enfin c'est comme ça, de celle qui, dans ce grand mouvement écrasant de médias qui, encore une fois, ne donnait pas à voir de beaux visages, c'était les gueules cassées, c'était des sans-dents, pour reprendre une expression qui maintenant a fait Flores, mais une forme de reconnaissance à l'égard de celles et ceux qui au moins essayaient de partir de l'humanité première, de la condition humaine qui était la leur et qu'ils ont revendiqué, bien au-delà du débat sur la taxe de carburant et bien au-delà du débat de savoir si c'était un mouvement ontologiquement proto-fasciste ou pas, ce que je ne crois pas. Pour le coup, Stéphane, à l'Humanité Dimanche, comment vous avez envisagé cette question du rapport entre ce que pouvaient renvoyer les images de ce mouvement et ce qu'on pouvait en écrire, en fait? En fait, un des bouts qui nous permet de régler cette question-là, c'est la manière de faire notre travail. C'est-à-dire de faire un travail d'abord de journaliste. D'aller voir, d'aller vérifier sur le terrain ce qui est réellement porté, avec tous les aspects contradictoires qui ont été évoqués, dans le mouvement des Gilets jaunes. Et ce bout-là nous permet de comprendre assez rapidement que ce mouvement, en fait, porte des choses qui nous intéressent particulièrement. Et donc, nous, c'est ça qu'on va aller chercher, c'est ça qu'on va aller creuser. Et parce qu'en fait, au bout du bout, quand on regarde ce qui est en train de se passer sur ce mouvement, les Gilets jaunes ne sont jamais qu'une la partie émergée d'une problématique qui a été posée depuis très longtemps sur la représentation des couches populaires, des mouvements sociaux dans les médias. Là, ça nous pète à la gueule parce que tous les week-ends, ils descendent dans les rues de Paris. Tous les week-ends, ils investissent des lieux qui ne sont pas des lieux, on va dire, habituels pour des manifestations. Que tous les week-ends, ils posent des questions de manière un peu visible. Mais quand on prend d'autres mouvements sociaux qui ont lieu sur des années précédentes, qui étaient plus catégoriels, qui étaient plus sur des entreprises, la manière dont ils ont été traités par les médias ressemblait peu ou prou à la manière dont ont été traités les Gilets jaunes. Pour aller très vite, la, entre guillemets, criminalisation des Gilets jaunes sur l'évolution du mouvement des Gilets jaunes, qui au départ était plutôt bien vu, qui après sont devenus des casseurs, qui après sont devenus des antisémites, qui après sont devenus presque des terroristes, c'est quand même un process qu'on entend beaucoup dans d'autres mouvements sociaux plus classiques, entre guillemets. La rhétorique de la prise d'otage, la rhétorique de ces grévistes qui empêchent les gens d'aller travailler, comme je disais, qui les prennent en otage, n'est pas nouvelle. Donc là, en fait, les Gilets jaunes ne sont, on va dire, que une pointe, un moment de tension où ça explose à la gueule de toute la société, cette manière dont on traite les mouvements sociaux. Donc voilà, donc nous, cette dimension-là on a l'habitude de traiter, puisque ça fait 114 ans maintenant, 114 ans que l'humanité existe, 114 ans que l'humanité travaille cette question des mouvements sociaux, nous surprend peut-être moins que d'autres. Et donc voilà, on essaye par le bout du reportage, par le bout de l'interview, par le bout de l'analyse, de voir comment ce que portent les Gilets jaunes dans ces contradictions est de nature à changer ou pas le rapport de force et à changer ou pas les questions qui sont posées dans la société. Une dernière chose que je voulais dire, c'est sur ce que disait Aude sur la nature de la propriété de la presse, qui, à mon avis, est plus insidieuse que ce qu'on le pense. C'est-à-dire, je ne pense pas que les patrons
qui aujourd'hui dirigent la presse, prennent leur téléphone pour dire aux journalistes qu'ils doivent écrire. Par contre, je pense qu'il y a une pression qui est mise sur les journalistes du fait de leur vie quotidienne, du fait de leur capacité ou pas de trouver un emploi, du fait de leur précarité, qui fait qu'ils vont avoir tendance à écrire ce qu'ils pensent qu'il faut qu'ils écrivent pour pouvoir continuer à garder leur emploi. Et je pense qu'aujourd'hui, cette pression-là est peut-être se pose d'une manière inédite dans notre société. Et paradoxalement, c'est ennuyeux parce que ça veut dire que les gens comme les Gilets jaunes qui vont avoir un traitement de ce qui leur arrive dans les grands médias, entre guillemets, qui n'est pas conforme à ce que eux ressentent, ce que vivent à la réalité, vont se tourner vers des médias alternatifs où l'information ne sera pas vérifiée, où tout peut être porté en termes de fake news, en termes de fausses nouvelles. Donc je pense que paradoxalement, les Gilets jaunes concentrent presque tous les problèmes qui sont posés à la presse aujourd'hui, presque tous les problèmes auxquels on doit pouvoir, en tout cas, on doit répondre, et des problèmes qui sont nouveaux compte tenu des médias qui existent aujourd'hui, mais en même temps qui étaient déjà posés il y a bien des années, puisque Vaillant Couturier en 1937, dans un discours célèbre qui s'appelait Trust de journaux et journaux des trusts, montrait comment déjà la création de fausses nouvelles permettait à une partie du patronat d'orienter les salariés et le prolétariat dans des impasses et des chemins sans issue, ce qui est la même chose d'ailleurs. Mais est-ce que du coup on n'est pas effectivement au Lancelin dans une espèce de contradiction terrible, parce qu'effectivement il y a 49% des journalistes qui sont sous toute forme de contrat précaire, qui vont du CDD à l'auto-entrepreneuriat qui se développe de façon massive dans la profession, et on ne compte évidemment pas les stages de 6 mois ou 1 an qui prennent la place de vrais emplois. Est-ce qu'effectivement à un moment donné on n'est pas dans une contradiction avec des gens qui se retrouvent eux-mêmes massivement exploités dans la profession et qui de l'autre côté vont être contraints de parler de gens qui eux-mêmes sont en précarité comme ça? C'est un peu le poisson qui se mord la queue, non? Oui, des précaires contraints de parler au nom du pouvoir et de riches industriels. Parce que c'est vrai qu'on ne le sait pas forcément, mais aujourd'hui en France, compte tenu de la détérioration des conditions matérielles du métier, on peut être titulaire d'une carte de presse pour 500 € par mois. Donc c'est un métier qui est en train de se déclasser. Ce n'est plus un métier de nantis, en dehors évidemment d'une fine pellicule d'éditorialistes surpayés et acharnés à défendre la cause des maîtres. Je pense que la séquence de l'hiver, elle est extrêmement intéressante aussi pour le métier de journaliste. Parce que, je vais essayer de voir quand même les côtés positifs de la situation. Beaucoup de mes confrères se sont retrouvés pour la première fois de leur vie pris entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire que, concrètement sur le terrain, beaucoup se sont fait défoncer, insulter, et ont compris que finalement les conséquences de leurs paroles, les conséquences des prises de position des organes qui les emploient ont des conséquences concrètes, réelles sur la vie des gens, parfois très, très lourdes, très graves. Et de l'autre côté, le pouvoir ne les a pas soutenus non plus. Il y a eu tout un discours du pouvoir contre les journalistes, fouteurs de merde, contre BFM TV, BFM TV qui passe pour parfois surnommé Télé Macron, s'est vu accusé de favoriser l'émeute en diffusant samedi après samedi les exploits des Gilets jaunes sur les écrans toute la journée entre 11h et 20h le soir. Or, cette situation-là, il est certain que beaucoup de journalistes l'ont extrêmement mal vécue. On peut quand même le noter, BFM TV a connu sa première AG en 13 ans d'existence. En janvier, il y a eu une mise en cause de la direction de BFM TV par la base, par les journalistes. Une motion a été très largement votée. Et qu'est-ce que disaient ces gens? C'était intéressant. Alors,
bien sûr, il y a des choses qui ne sortiront pas notre profession de l'ornière. Hein. Il disait, c'est dégueulasse, vous nous envoyez sur le terrain avec des vigiles pas formés, nous prenons des risques réels de sécurité, il faut que ça change, etc. Bon, passons sur ce volet-là. Mais en revanche, la direction de BFM TV a aussi été mise en cause sur la manipulation des bandeaux, hein, c'est-à-dire, par exemple, vous voyez dans une scène qui est restée fameuse, hein, une grand-mère tout à fait calme parler à une journaliste de BFM des revendications très sérieuses et cruciales du mouvement, et vous avez des bandeaux terrifiants, on se croirait à Alep ou sur je ne sais quelle scène de guerre, voilà. Et ça a été mis en cause aussi par certains journalistes. On a aussi, cette rédaction a aussi mis en cause le traitement, la suraccentuation mise sur les violences et l'absence de tout traitement au bout de quelques semaines sur les ronds-points, dans les assemblées, dans les territoires, là où le mouvement se construit en réalité. Paris n'étant qu'une vitrine assez superficielle du mouvement. Voilà, donc c'est un métier, évidemment, c'est un métier qui connaît une très très grave crise, une crise non seulement économique, on en parlait, mais morale, intellectuelle. Mais là encore, on peut dire que ce mouvement historique des Gilets jaunes a permis de reposer des questions fondamentales, radicales, y compris pour les journalistes. Je ne sais pas ce qu'il en sortira, ça prendra des années. La reconstruction prendra des années, mais je dirais que les ferments sont là. Chez de plus en plus de journalistes et de jeunes journalistes, il y a la conscience que nous ne souhaitons plus être les chiens de garde des 10 plus grandes fortunes françaises dans leur bonne relation avec l'État. Mais alors, je vais aller un peu plus loin, mais quand on a des journalistes qui sont envoyés sur le terrain dans ces chaînes et tout ça, souvent ce sont des jeunes journalistes, en fait, qui effectivement sont des gens plus ou moins précaires, en tout cas, qui n'ont pas beaucoup de pouvoir à l'intérieur de la chaîne. Ce qui explique qu'à un moment donné aussi, effectivement, ils en viennent à faire une AG. Mais est-ce que tant que ce qui remonte des reportages et la réalité de ce qui remonte du reportage n'est pas entendu par ceux qui ont les manettes et ceux qui ont les éditoriaux de ces chaînes, ça peut changer en fait, y compris dans la profession, parce que ceux qui ont le pouvoir dans la profession, ce sont ces éditorialistes, ce ne sont pas les reporters en fait. Alors, ces médias-là, je parle, hein, pas dans les autres. Non, mais absolument. Il est certain que le nerf de la guerre, c'est bien entendu le changement capitalistique, le changement de propriété de ces médias-là. C'est bien sûr que des gouvernements arrivent au pouvoir qui soient ambitieux sur ces questions-là, qui notamment établissent des quotas, qui interdisent à certains actionnaires en affaires avec l'État, que ce soit ceux des télécoms ou l'armement, de posséder des médias et d'en posséder plusieurs, a fortiori. Et que tant que ce système sera en place, tant que ce système sera ainsi vérolé, nous ne connaîtrons pas de véritable révolution démocratique. C'est là où vous parliez de serpent qui se mord la queue. Le serpent se mord tellement la queue qu'effectivement, pour apporter au pouvoir ce genre de gouvernement, il faudrait d'autres presses, d'autres politiques éditoriales que celles que nous voyons actuellement en place dans le pays. Donc, la situation, je le disais, est loin d'être rose, loin d'être encourageante. Néanmoins, j'ai le sentiment que là encore, les événements de l'hiver, qui ne sont évidemment pas finis, moi je n'en parlerai pas au passé, parce que je pense que le gouvernement et le pays doivent se préparer à de grandes surprises à l'automne et alors que nous allons fêter les 1 an du mouvement.
Mais il est certain que les médias qui sont censés, dans l'imaginaire glorieux, être les gardiens de la démocratie, sont devenus le verrou de la démocratie en France. Et cette question-là, les événements actuels la posent avec une acuité tout à fait nouvelle. Alors du coup, question que je vais vous poser à tous les trois parce que effectivement, on s'est retrouvé dans des contradictions aussi avec ce mouvement. Par exemple, les audiences de BFM TV n'ont jamais été aussi importantes qu'au moment de ce mouvement des Gilets jaunes. Et en même temps, il y a eu des manifestations devant BFM TV de gens mécontents de ce traitement. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est pour nous, petits médias en vérité, mais indépendants, confrontés à des difficultés économiques et structurelles dans la période qui sont sérieuses, voilà, comment on peut faire aussi pour à un moment donné que nos voix soient davantage entendues et que le travail de terrain qu'on fait soit davantage qu'il y ait davantage de visibilité vu qu'on n'a pas évidemment les moyens de BFM et compagnie, quoi. Je reprends BFM, mais je pourrais parler d'autres, évidemment, de TF1, ou voilà, quoi. Je vous le demande à vous déjà, Pouria. Dans la période qui a commencé à se durcir sous Sarkozy, et ça s'est aggravé dans le quinquennat de François Hollande, et ça s'aggrave encore maintenant, il y a d'abord un axe qui s'ordonne autour de ce principe suivant, c'est que le libéralisme ne peut tenir de plus en plus que par l'ordre et par un durcissement de l'État dans sa relation aux mouvements sociaux. D'où le débat sur les violences policières, mais pas uniquement. C'est aussi la violence politique qui fait qu'on passe au 49-3. C'est aussi la violence politique qui fait qu'on se passe d'un débat parlementaire. C'est aussi la violence politique qui fait qu'on contourne les syndicats. Donc, cette volonté d'assigner la société à résidence est à chaque fois contestée par justement celles-là et ceux qui sont en situation où on le prétexte de sortir le nez dans la rue et de se confronter au pouvoir. De ce point de vue-là, ça pose quand même une question sur la fin, entre guillemets, relative, parce que Aude a raison de dire que ce n'était pas fini, mais enfin, les Gilets jaunes doivent aussi s'interroger sur leurs limites. Qu'est-ce qui a fait que un mouvement qui a plus de 70% d'opinion favorable dans l'opinion ne franchit pas le cap? On ne peut pas dire simplement c'est le matraquage des grands médias dominants ou c'est le matraquage de la police. Il y a toujours eu dans les périodes agitées, alors on peut lui donner dans l'arc-en-ciel toutes les définitions que l'on veut, pré-révolutionnaires, de révolte, etc., des tentatives et des réflexions stratégiques sur la façon dont on met en mouvement, où la société se met en mouvement, justement dans un rapport de confrontation démocratique. Là, il y a des questions à poser. Ça servira y compris pour le mouvement qui s'annonce sur les retraites. Parce que ça fait longtemps que le mouvement social français, bien que celui-ci sortait des classiques, et c'est ça qui était intéressant, il était disruptif, comme on dit. Comment faire pour y arriver? Je ne sais pas, est-ce que c'était la répétition des Champs-Élysées absolument? Est-ce que c'était le refus de vouloir structurer par territoire, hormis les ronds-points? Moi, je n'ai pas la réponse à tout ça, mais je pense que ça vaudrait le coup de s'interroger. Ne serait-ce que pour ne pas se contenter, je dirais par paresse intellectuelle, de mettre tout sur le compte de tous les autres. Sinon, je pense qu'on s'en sortira difficilement. Pour la presse, alors d'abord, si ce débat-là avait lieu, nous, on est preneurs. Parce que ça, c'est une réflexion prospective, stratégique, qui nous concerne parce que nous sommes des médias engagés et nous l'assumons. Et nous sommes des médias indépendants, nous dirigeons ou animons des journaux qui sont composés de vrais journalistes qui ont leurs opinions avec un périmètre éditorial défini, des opinions diverses, mais un parti pris, le parti pris de la société en mouvement. Mais nous sommes aussi beaucoup à être petits. Donc la question qui se pose à nous, c'est de savoir si dans les mois qui viennent, nous ne voulons pas atteindre aussi une taille critique. Si on considère que BFM TV ou d'autres ont atteint un seuil, une capacité de frappe qui effectivement pose problème dans la bataille culturelle, pour aller vite,
alors il faut qu'on s'interroge sur la façon de faire. Mais la façon de faire, on en a la trame ici même avec l'humanité, dans l'histoire. Faire du Jaurès, c'était son premier éditorial à Jean Jaurès. Faire du Jaurès, c'est-à-dire faire en sorte que nous soyons, nous, cette presse-là, le creuset, le sillon, le point de rencontre, le carrefour de toutes celles et ceux dont nous voulons représenter la cause juste, la représenter factuellement, la représenter dans ses combats, en être le haut-parleur, mais lui donner cet espace-là. Je pense que donc pour le faire, il faut penser sérieusement à des rapprochements de grande taille. Parce que si on veut s'adresser à 65 millions de Français, il faut se donner les moyens de franchir un niveau. Pour le moment, nous sommes petits, nous considérons souvent avoir la ligne éditoriale la plus juste par rapport à celle du voisin ou de la voisine, et on a des difficultés à franchir un cap significatif. Donc il faudrait faire en sorte que celles et ceux qui ont des capacités éditoriales écrites, une stratégie de presse en kiosque, celles et ceux qui sont plus en librairie, celles et ceux qui ont une capacité virale sur les réseaux sociaux plus importants, réfléchissent intelligemment à leur complémentarité. Ça ne fera que renforcer, à mon avis, l'indépendance d'une telle démarche éditoriale, j'en suis persuadé, mais il faudrait pour ça passer des inimitiés, passer des passés, des passifs, entre titres qui ont besoin de justifier leur singularité. Je le comprends tout à fait, je le fais tous les jours, mais on est bien obligé aussi de s'interroger nous-mêmes sur le fait que nous devons grandir parce que, je vais le dire, n'y voyez pas de démagogie, mais parce que le peuple mérite aussi une presse à son niveau, c'est-à-dire plus grande, plus forte et plus engagée. Aude, je vous repose la même question, du coup. C'est un Sur, appel à l'unité. voilà. Vous qui venez justement de créer un média tout neuf, en fait, donc voilà, une web télé en plus, donc qui n'est pas voilà. La question, c'était justement face au rouleau compresseur qui est en face, quel avenir pour nous petits médias en fait et médias indépendants. Je reste décidément d'un optimiste inébranlable parce que ils ont la force de l'argent. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Il faut savoir que la plupart des médias mainstream en France perdent des millions d'euros par an et ne vivent que parce qu'ils sont perpétuellement renfloués par des grandes fortunes, Bernard Arnault, Xavier Niel, Patrick Drahi, qui ont un intérêt direct à entretenir de bonnes relations avec l'État français. Nous n'avons pas cette force-là, la force du pognon, mais nous pouvons compter sur les gens. Personnellement, notre défi à QG, le média audiovisuel en ligne que nous venons de lancer, c'est précisément d'être un média populaire. C'est précisément de ne plus nous cantonner de ne plus nous cantonner à un petit public typé, des niches de gauche. C'est d'arriver justement à pousser ces murs-là, d'arriver à parler bien au-delà d'un public acquis, d'arriver à parler bien au-delà d'un public politisé. Il y a un an, je n'aurais peut-être pas fait la même réponse. Mais depuis 9 mois maintenant, j'ai acquis la certitude que c'était possible. C'est une des grandes leçons de l'hiver dernier. Le public populaire qu'on disait devant sa télé, complètement dégoûté, complètement renonçant, complètement résigné, s'est redressé. Il s'est intéressé à toutes sortes de problématiques sociales, politiques, fondamentales. Il a prouvé sa capacité à revenir dans l'échange d'idées, dans l'échange politique. C'est cet espoir-là que nous avons, nous, le souhait et la fierté d'accompagner aujourd'hui. Stéphane Sahuc, pour clore ce débat, puisqu'il y a la soirée climat qui nous attend derrière, après l'année très difficile qu'a vécu l'humanité, enfin le groupe L'Humanité et donc nos deux titres, l'Humanité Dimanche,
Comment vous voyez l'avenir dans ce contexte-là, avec aussi ce que propose Pouria Mirchahi pour le coup? Je pense que l'année qui vient de s'écouler montre qu'on est dans un moment où on a un aiguisement de l'affrontement de classe. Et d'un côté, on va dire une richesse insolente, et de l'autre, ces inégalités qui sont de plus en plus mal vécues, de plus en plus mal perçues, de plus en plus refusées par une grande partie de la population, que ce soit à l'échelle française ou à l'échelle européenne et mondiale. Donc, nous, cette contradiction, c'est quelque chose qu'on doit contribuer à faire émerger, à montrer et à travailler pour permettre qu'il y ait des choses qui en sortent, pour permettre que les gens se sentent moins seuls dans ce qu'ils proposent, dans ce qu'ils ont envie de faire. Donc voilà, moi sur l'avenir, sur la suite, en ce qui concerne l'humanité, je voudrais, je l'ai cité tout à l'heure, mais reprendre une citation de Vaillant Couturier. Vaillant Couturier qui disait en 1926 que pour pouvoir changer les choses, en tout cas en ce qui nous concerne, nous, médias d'information, nous, journalistes, il faut aller battre la presse bourgeoise sur son propre terrain. Et ce terrain, c'est celui de l'information. Merci. Il faut qu'on déclare la guerre des faits, la guerre des phrases à l'idée et au verbalisme. Donc voilà, il faut qu'on ait une humanité qui soit bien informée, bien diffusée, bien rédigée, qui soit en lien avec ce qu'entend et ce qui se fait aujourd'hui dans ce pays. Je pense que un de nos enjeux aujourd'hui, c'est vraiment d'arriver à faire de notre média, à faire de l'humanité, un journal qui soit, entre guillemets, dans toutes les mains, pour reprendre la chanson. Et je vais dire à Caroline, qui a quelque chose qu'elle dit sur lequel je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est que je ne pense pas qu'on soit des petits médias. On est des médias qui ne sont peut-être pas assez diffusés, mais on n'est pas des petits médias. On est des médias qui portent des choses que d'autres ne portent pas et qu'on est les seuls à porter. Et en ce qui concerne l'humanité, on est le seul média qui est en capacité de faire la fête de l'humanité. On est le seul média qui est en capacité aujourd'hui de rassembler des dizaines, des centaines de milliers de personnes à un même endroit pour porter un discours qui est un petit peu à contre-courant de tout ce qui se fait dans la société. Et je pense que cette fête de l'humanité peut être un point de départ en cette rentrée pour essayer de créer des nouvelles dynamiques, des nouveaux chemins d'humanité qui nous permettent d'ouvrir des portes et de converger pour créer et en tout cas pour faire grandir des idées qui soient un petit peu en opposition à ce qu'on nous abreuve tous les jours dans les médias dominants et non pas les grands médias. Petit média, mais grand par l'esprit et par l'ambition, mon cher Stéphane. Ben, pour le coup, le débat va s'arrêter là et puis je vais laisser la place à Alain Rénal pour la soirée climat. Non, voilà.